Et mon invité est Bruno Millienne, porte-parole du MoDem. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous avez vu ce sujet de Claire Vérove. On a appris hier la mort d'un jeune homme de 15 ans. C'était à Poitiers, un jeune homme de 22 ans. C'est à Valence. Il y a un enfant de 5 ans qui a pris une balle dans la tête aussi à Rennes. Est-ce que vous trouvez que Bruno Retailleau s'y prend bien dans sa lutte contre le narcotrafic aujourd'hui? De toute façon, le problème de tous les ministres de l'Intérieur qu'on va avoir à partir de maintenant, c'est un problème qui remonte à très longtemps, parce qu'on a laissé s'installer finalement ce narcotrafic au fil des années. Dans les quartiers les plus défavorisés en général, vous avez vu le nombre d'équivalents temps plein que ça représente. Donc c'est une économie parallèle et souterraine qui fait que plus on laisse passer les choses et plus c'est compliqué. Donc parler de narco-État, parler de narco-racaille, parler de pays en voie de mexicanisation, c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Et ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement, mais comme on l'a fait dans la loi de programmation pour l'intérieur, pour le ministère de l'Intérieur, il faut augmenter considérablement les forces de l'ordre pour être de plus en plus présents sur ces quartiers-là, pour les empêcher de faire leur trafic. Mais vous voyez bien que même les opérations place nette, alors il y a 1 ou 2 endroits où ça a marché effectivement, mais les gens se réinstallent derrière. Et il faut une réponse aussi pénitentiaire importante. Moi j'entendais parler de peine planchée, je suis pas forcément pour les peines planchées, mais malgré tout, il faut que ces gens-là, on puisse les embastiller. Or, quand vous demandez des places de prison supplémentaires, les élus de la République, les élus nationaux, qui les demandent, quand ils sont sur leur territoire, refusent qu'on construise ces prisons. Moi, il y a actuellement dans le gouvernement, je ne les citerai pas, 2 ministres yvelinois qui ont refusé qu'on construise la prison de Magnanville, qui pourtant va se faire, mais qui dans les faits ne voulaient pas le faire, pour des raisons électoralistes évidentes, parce que quand vous voulez installer une prison quelque part, tout le monde dit non. Mais pour forcément. vous, c'est la fermeté qu'il faut appliquer, et pourquoi pas une nouvelle loi, comme le dit Bruno Retailleau? Je ne sais pas s'il faut une nouvelle loi, il y a des choses qu'il faut améliorer. La question se pose de manière récurrente, est-ce qu'on tape de plus en plus fort sur le portefeuille des consommateurs? Ça, c'est une des réponses, parce que... En augmentant peut-être l'amende, qui est aujourd'hui de 200 €? Oui, intuitivement, on se dit que moins il y aura de consommateurs, moins il y aura de trafic. Il y a du trafic parce qu'il y a des consommateurs. Faudrait augmenter l'amende? Peut-être, je sais pas. Toutes les pistes doivent être étudiées. Il faut regarder ce qu'on a fait exactement dans la loi déjà aujourd'hui pour essayer d'arrêter ces narcotrafiquants, avant peut-être de refaire encore une loi. Des lois, on en fait quasiment tous les ans là-dessus. On voit bien que ça ne progresse pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est rétablir cette police de proximité dans les quartiers qui avait été laissée tomber par Nicolas Sarkozy, qui avait réduit considérablement les effectifs de police. Pardon, mais sauf que vous êtes au pouvoir quand même depuis 2017. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? On a réaugmenté les effectifs de police, mais vous rayez pas d'un trait de plume 15 000 suppressions de postes dans la police et dans la gendarmerie. 13 000 supprimés par Nicolas Sarkozy, 10 000 rétablis par Emmanuel Macron. Il en manque encore, il faut continuer. Il faut continuer, et c'est ça qui pourra marcher. Il y a une autre initiative qui est proposée par le maire de Rieux-la-Pape, qui est de priver les familles de délinquants des aides sociales municipales. Vous y êtes favorable ou pas? Ça peut être une solution. Je pense que dans cette lutte-là, il ne faut pas se priver de quelque solution que ce soit. Alors on l'a vu dans certains départements, la suppression des allocations familiales pour des jeunes qui sont en difficulté ou qui versent dans la délinquance. Les résultats ne sont pas toujours positifs, mais il faut quand même marquer le signal. On ne peut pas laisser dans notre pays comme ça des zones de non-droit avec cette économie parallèle où finalement la nuit tombée, tout le monde se claque-mur chez lui en attendant de voir ce qui va se passer, quoi. On va parler d'un autre combat de Bruno Retailleau, c'est l'immigration. Là aussi, il prépare une nouvelle loi qui reprendrait des mesures qui ont été retoquées dans la dernière loi par le Conseil constitutionnel. Est-ce que votre groupe, le groupe démocrate, pourrait voter une loi immigration, une nouvelle loi immigration? Alors, je ne pense pas. Qui avait déjà divisé, la dernière avait déjà beaucoup divisé. Je ne pense pas, pour une raison simple. C'est que déjà, mettons en place celle qu'on a votée, qui limite quand même énormément le droit, l'arrivée sur notre territoire de l'immigration illégale. Parce que le problème, c'est pas l'immigration légale. Moi, je suis désolé. Des gens qui travaillent chez nous, qui payent leurs cotisations, qui payent leur retraite, ces gens-là doivent être au contraire intégrés. On doit les aider à s'intégrer. C'est pas du tout ce que prévoit Bruno Retailleau. Les autres, en revanche, il faut les combattre. Il y a le pacte asile-immigration qui a été voté à l'Europe. Ça, c'est important pour essayer de concentrer effectivement les flux aux frontières de l'Europe. Alors, vous me direz, les passeurs trouveront toujours un passage, bien évidemment. Mais si on ferme déjà les passages classiques et qu'on arrive à effectivement faire ce tri, le mot est pas beau, mais j'en vois pas d'autres, aux frontières de l'Europe, déjà ça va soulager un peu les choses. Et puis arrêtons franchement de faire croire aux gens qu'en durcissant dans la loi,
on va réussir à empêcher les gens de passer. Quelqu'un qui veut absolument quitter son territoire parce qu'il n'y est pas bien trouvera tous les moyens pour se rendre là où il veut se rendre. Donc le MoDem ne voterait pas une nouvelle loi, c'est ce que Commençons vous par dites. évaluer celle qui vient d'être votée, dont tous les décrets n'ont pas été signés déjà. Donc commençons par ça. Ensuite, on va parler du budget. La taxe d'habitation ne sera pas rétablie, pas de retour, a dit ce matin la ministre Catherine Vautrin pour la résidence principale. Est-ce que vous saluez cette annonce ? Enfin, elle parle d'une contribution... Une contribution des communes, ouais, voilà, citoyenne aux communes. Enfin, qui ne reviendrait pas forcément cette année. C'est un peu de... Là, on joue sur la sémantique. Si vous remettez une contribution, vous remettez forcément une forme d'impôt. Je veux rappeler quand même que cette taxe d'habitation, si elle a été supprimée, c'est la raison principale pour laquelle elle a été supprimée, c'est qu'elle a été excessivement injuste. Je vous prends le cas du petit village où j'habite dans les Yvelines, Jumeauville, 670 habitants. Ma taxe d'habitation est plus chère que dans le 7e arrondissement de Paris. Oui, donc cette taxe injuste a été supprimée. Elle a été supprimée parce qu'elle frappait avant tout les classes moyennes. Et une nouvelle contribution qui serait révisée avec une assiette différente. Il faut vraiment, pour le coup, revenir sur l'assiette. Mais c'est aussi un vieux serpent de mer. Pendant des années et des années, on a demandé à la commission des finances locales de retravailler justement les bases pour qu'on voit comment on peut rendre cet impôt, cette taxe d'habitation plus juste. C'est très compliqué. Ils n'ont jamais réussi à le faire ou ils n'ont pas voulu le faire. Je ne sais pas, il faudrait demander à monsieur Léniel. Mais en tout cas, pendant des années, ils n'ont pas voulu le faire, il n'y a pas eu de résultat. Et du coup, on en est arrivé à ça parce que c'était sûrement l'impôt le plus injuste qu'il y avait en France. Donc, pas de rétablissement de la taxe d'habitation, même si ça pourrait rapporter 20 milliards dans les caisses de l'État, ce qui est quand même très important. Alors, le problème, c'est pas le fait de rapporter 20 milliards, c'est qu'effectivement, ça nous a coûté 20 milliards. Le problème, c'est qu'on n'a pas, à côté, fait les économies qui allaient en regard de ces 20 milliards. Si on avait fait les économies qui allaient en regard de ces 20 milliards, on ne se poserait pas la question. Alors, le budget, il est en débat actuellement, budget de la France, budget de la sécurité sociale aussi. Sur le budget, on a vu qu'il y avait le socle commun qui était absent de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas véritablement le cas du MoDem. Est-ce que vous vous sentez un peu lâché par vos alliés ? Écoutez, l'absentéisme lors de ce budget, moi je le comprends pas. J'entends très bien les députés qui me disent, mais de toute façon, l'affaire est jouée, ça se terminera en 49-3. Mais enfin, depuis 2022, on sait que tout se termine en 49-3 sur le budget, puisque de toute façon, il n'y a pas de majorité absolue. Et pour autant, je pense qu'il fallait vraiment être présent et faire bloc. Le seul problème qu'il y a eu, et pourquoi il y a eu cet absentéisme, c'est que le gouvernement n'a pas pris le temps. Alors je sais que le temps était court entre la constitution du gouvernement et ce budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur un projet commun. Donc comme vous n'avez pas de projet commun, chacun y va de ses petites convictions et ça donne une impression, excusez-moi du terme, de bordel sans nom que les citoyens ressentent et se demandent vraiment ce que font les députés aujourd'hui à l'Assemblée. Et ça, je le comprends et je l'entends. Et d'ailleurs, le MoDem n'a pas véritablement suivi le projet initial de Michel Barnier, puisque beaucoup de députés MoDem ont voté ou plutôt pour des impôts supplémentaires pour les grandes entreprises, pour une flat tax plus élevée, pour des impôts pour les plus aisés qui soient pérennes, pour taxer les contrats d'assurance vie. Est-ce que c'est la direction que veut prendre le MoDem ? Il y a une philosophie au MoDem qui est assez simple. C'est de moins taxer ce qui retourne dans l'économie, dans la production, et de plus taxer la rente. C'est en fait ce qu'ils ont suivi. Alors après, moi, c'est pas tout à fait le cas. J'ai des petits désaccords quand même avec certaines choses, notamment sur taxer les hauts revenus, c'est pas de la rente. Notamment sur la flat tax, je suis pas d'accord avec mon ami Jean-Paul Mattei parce que c'est lui qui l'a déposé pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises et de PME de patrons de petites entreprises et de PME qui ne se payent que grâce aux dividendes. Donc si vous alourdissez encore l'addition parce que eux payent aussi l'impôt sur la société avant, parce qu'il faut quand même voir qu'avant, la flat tax, ce n'est pas que l'impôt, ce n'est pas qu'un impôt que payent les sociétés. Elles payent aussi l'impôt sur les sociétés, donc ça alourdit la facture. À la toute fin, il y aura un 49.3. Est-ce qu'il y a des lignes rouges au MoDem, des amendements que vous voulez absolument conserver, vous, dans ce texte ? Et là, tout le travail que le gouvernement va avoir à faire, et ça, on va voir s'ils s'en sortent, justement, parce qu'il n'y a pas eu ce travail programmatique avec le socle commun pour se mettre dans une coalition en état de marche, comme ça se fait dans les autres pays, comme ça se fait en Allemagne, par exemple. Ça prend du temps pour faire ces coalitions-là. Là, justement, on va voir si le gouvernement est capable de travailler avec les différents groupes qui constituent le socle commun pour arriver à un accord. Je pense, moi, à mon avis, le gouvernement a tout intérêt, effectivement, à prendre des amendements des différents groupes pour, effectivement,
calmer le jeu, apaiser le jeu, et j'irai même plus loin. Ils devraient aussi prendre notamment certains amendements de la gauche républicaine. Et du Rassemblement national? Je ne pense pas qu'on prendra des amendements du Rassemblement national, parce qu'ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas franchement au point encore au niveau économique. Mais on verra, ils ont le temps. Sauf que le Rassemblement national agite la censure. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de faire tomber le gouvernement? Mais enfin, on va être clair, le gouvernement tombera s'il y a une motion de censure, qu'elle soit posée par la gauche ou qu'elle soit posée par le Rassemblement national, que si ces deux camps-là votent ensemble. Bon, j'attends de voir. Vous ne pensez pas que ça puisse arriver maintenant? Je vois pas le NFP voter avec le Rassemblement national une censure du gouvernement. Avant la fin de l'année? Non, d'une manière générale, parce qu'ils sont dans un dogmatisme tel, d'ailleurs c'est ce que dénonce le Rassemblement national, mais tant mieux pour le gouvernement Barnier, c'est que si c'est quelque chose qui est posé par le Rassemblement national, de toute façon on ne le vote pas. Ce séminaire gouvernemental est annoncé demain pour essayer justement de mettre tout le monde autour de la table et de construire un projet à 5 ans, voire effectif à 3 ans. Ça vous semble pas étrange comme calendrier? À 5 ans, non, parce qu'il y a des réflexions qu'on doit avoir de manière structurelle qui doivent être au-delà, effectivement, des échéances électorales et au-delà de la présidentielle de 2027. Donc, voire à 5 ans, voire à 10 ans, voire à 3 ans, ça permet de mettre en place des choses, d'accord, qui peut-être seront défaites après, mais en tout cas de tracer un chemin. Là, ce gouvernement est parti sans aucun cap, en fait, sans aucune idée de quoi, vers où on va. Et là, c'est le vrai boulot. Alors, il y a le séminaire d'une part, mais encore une fois, je rappelle à ce gouvernement qu'il faut qu'il travaille avec les composants de son socle commun pour définir le cap. Il faut trouver un cap commun. Il y a des choses sur lesquelles, Ensemble pour la République, enfin le bloc central, l'ex-bloc central, on va dire, et les LR sont pas forcément d'accord, voire complètement antagonistes. Donc il faut trouver les points de rassemblement pour avancer ensemble, pour offrir aux Français un cap que pour l'instant ils ne voient pas. Très rapidement, sur le budget, est-ce qu'il faut augmenter celui de la transition écologique? On sait que Agnès Pannier-Runacher a dit que son budget n'était pas à la hauteur. Quand on voit les inondations qu'il y a eu en Espagne et récemment même en France, est-ce que vous vous dites que c'est pas là qu'il faut prendre l'argent? Alors, il faudrait très certainement l'augmenter, mais il faudrait aussi voir l'argent qu'on met s'il est mis de manière efficace dans la transition écologique. Je vous prends juste un exemple, si vous me laissez 30 secondes. La rénovation thermique des bâtiments est une catastrophe absolue. Entre le DPE qui est mal foutu, les monogestes qui n'est pas ce qu'il faut faire, et puis le reste à charge que les gens n'arrivent pas à couvrir, on n'y arrive pas. J'ai proposé des solutions aux différents gouvernements qu'ils n'ont pas retenues pour l'instant, mais il y a des choses vraiment beaucoup plus efficaces à faire que l'argent qu'on dépense aujourd'hui pour pas grand-chose finalement. Merci Bruno Millienne d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.